Bonjour et bienvenue dans l'épisode 126 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Leslie Bernard pour parler d'analyse transactionnelle et de gestion de classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des outils, des découvertes, des échanges, dans le but de mettre du sens et d'apporter du mieux-être dans les pratiques des enseignants et par ricochet chez les élèves. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je reçois Leslie Bernard qui est professeur et formée à l'analyse transactionnelle. Il s'agit d'un outil de lecture des interactions et de connaissance de soi qui pourra vous être utile pour décrypter certaines situations professionnelles et même personnelles. Je vous laisse donc avec notre échange pour découvrir ce qu'est l'analyse transactionnelle au travers des 4 outils que nous allons vous présenter. Bonjour Leslie. Bonjour Émilie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour que tu nous parles d'analyse transactionnelle. Avant de commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter aux auditeurs et aux auditrices du podcast. Oui. Alors, donc moi, je suis Leslie, je suis professeure de mathématiques depuis 15 ans maintenant. Je travaille en collège depuis 15 ans aussi. J'ai fait toute ma carrière en collège, en fait. J'ai eu différentes fonctions aussi en tant que professeure principale, par exemple. J'ai également été tutrice. Cette année, voilà, j'ai lâché ces casquettes-là, mais je poursuis toujours en tant que professeure de mathématiques dans le même collège depuis 12 ans. Et sur des classes de 6e et de 3e. Okay. Voilà, que dire d'autre ? Je suis maman aussi, de 2 enfants, de 2 presque adolescents. Enfin, j'ai un fils de 13 ans, donc lui, c'est l'ado. Et puis ma fille de 10 ans. Et puis, je suis mariée. Voilà. Super. Et du coup, avant qu'on ne dise à tout le monde ce que c'est que l'analyse transactionnelle, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît, est-ce que tu peux nous dire comment tu y es arrivée et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers l'AT ? Ouais. Alors, comment j'y suis arrivée ? Genre, je vais dire un peu par hasard. En fait, ça m'est tombé dessus un jour. C'est une proposition qui m'a été faite suite au Covid. Il y avait des places qui s'étaient libérées. Moi, je connaissais le formateur. Donc, il m'a dit, si tu veux, si ça t'intéresse, il savait que ça pouvait m'intéresser dans mon cadre professionnel. Donc, il me l'a proposé comme ça. Et puis, si tu veux, moi, quand on me l'a vendu, on m'a dit, l'analyse transactionnelle, ça permet de mieux se connaître soi pour mieux communiquer avec les autres. Et ça tombait plutôt bien parce qu'à ce moment-là, suite au confinement, mais pas que, j'ai eu toute une période en fait où j'avais besoin où je me remettais beaucoup en question par rapport à ma place dans l'éducation nationale. Tu vois, j'ai eu un moment donné où je me suis dit c'est bon, j'en ai marre, je claque la porte. Et puis, du coup, j'avais besoin, peut-être de mieux me connaître moi. Donc, quand on me l'a présenté de cette façon-là, ça m'a donné envie d'aller voir ce que c'était. Donc, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment, j'avais ça comme idée, mieux se connaître soi, mieux communiquer avec les autres. J'ai dit, allez, j'essaye. Et puis, j'y suis allée. Moi, c'est marrant parce que je suis trop contente qu'on échange là-dessus parce que ça fait un petit moment que je me documente sur l'analyse transactionnelle, que je lis. On nous en a parlé pendant ma formation de coaching. Et effectivement, je me suis dit, mais il y a un truc à faire avec... il y a quelque chose à transmettre, en tout cas, comme outil de lecture des interactions, comme outil de lecture de certaines situations professionnelles, pour ne pas les borner qu'à la classe. Et effectivement, il y a ce lien entre la connaissance de soi dans le cadre des interactions, et je me suis dit qu'il y a des choses à apporter aux enseignants pour pouvoir mieux lire certaines situations, parce qu'au final, la communication, elle est aussi au centre de notre métier. Oui, bien sûr. Et puis, je rajouterais aussi dans le cadre personnel. Parce que très franchement, moi, quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle, j'ai commencé par une petite formation de 4 jours qu'on appelle le stage 101, qui est le stage de découverte. Et déjà, rien que ça, j'ai commencé à l'appliquer à la maison. Avant même de l'appliquer au sein de ma classe, je l'ai appliqué à la maison avec mes enfants, avec mon mari, dans ma vie quotidienne, avec même les amis. Enfin, voilà, sans dire je fais de la thé, quoi. C'était vraiment, c'était comme tu dis, une grille de lecture, en fait, des outils supplémentaires qui m'ont permis de faire des choses déjà pour mon perso. Et après,
j'ai pas vu tout de suite, mais après, je me suis dit, ah oui, mais en fait, même dans la classe, quoi, je peux aussi faire ça. Donc, dans la classe, dans l'enceinte de l'établissement, donc en élargissant, et puis après, en ouvrant avec les collègues dans d'autres établissements, etc., quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et appliquer dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Mmh. Bon, alors je pense que les auditeurs et les auditrices là doivent se demander de quoi on parle depuis tout à l'heure. Donc peut-être que c'est le moment où on va pouvoir essayer d'expliquer en quelques mots, en tout cas une première approche de ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Je te laisse la parole. Toi, comment tu expliquerais ou définirais l'analyse transactionnelle pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est? Alors, si on veut prendre une définition hyper simple, dans transactionnel, il y a le mot transaction. Une transaction, c'est un échange entre des personnes. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est l'analyse des échanges entre les personnes. Ça, c'est vraiment la définition basique, on va dire, la plus peut-être simple à comprendre. Après, moi, ce que je rajouterais, donc, je te dis de la façon dont ça m'a été vendu, on m'a dit mieux se connaître soi pour mieux communiquer avec les autres. C'est en fait une théorie qui permet à la fois de travailler sur la personnalité, mais aussi sur la communication. Donc, ça apporte un certain nombre d'outils. Tu disais tout à l'heure, quand on a parlé dans ta formation de coaching, il y a plein d'outils en fait qui sont utilisés dans la formation de coaching qui permettent justement, eh bien, au sein d'une situation qui peut se passer, d'avoir une grille de lecture et de se dire, bah, tiens, dans cet événement-là, il s'est passé ça, ça, ça. Avec l'analyse transactionnelle, on va le lire de telle façon et après, on va se dire, bah, est-ce que ça correspond à ce que je veux ou pas? Est-ce que j'ai envie de changer les choses ou pas? Et si j'ai envie de changer les choses, comment je peux les changer, justement? Donc, si je prends un exemple avec la classe, si avec un élève, on se retrouve dans une situation où sans arrêt, par répétition, il y a une confrontation avec cet élève-là, par exemple, on peut, par exemple, prendre une grille de lecture avec le concept des états du moi, qui va nous dire, bah tiens, là, si lui, il réagit comme ça, c'est plutôt qu'il est dans l'état du moi enfant. Si moi, je réagis comme ça, c'est que je suis plutôt dans l'état du moi parent, par exemple. Et si la situation ne convient pas, parce qu'à chaque fois, ça part en éclat, on va dire, eh bien, comment je peux faire pour revenir à une situation qui revienne à l'équilibre? Et là, l'équilibre, ce serait de faire intervenir son adulte, par exemple, et faire remonter l'enfant, l'élève, de son état enfant à son état adulte également. Puisqu'en fait, on a tous les 3 états du moi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un des outils que j'explique, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Peut-être que là, du coup, comme tu as évoqué les états du moi, parce que bon, c'est pas la seule chose qu'il y a en analyse transactionnelle, mais c'est quand même une base et c'est important de pouvoir situer de quoi on parle. Est-ce que tu peux les présenter? Je sais que tu as fait pas mal de posts sur Instagram pour les présenter. Est-ce que tu peux expliquer globalement ce qu'il en est des états du moi? Ce que c'est que les états du moi, ouais. Donc, en effet, c'est le principe de base de l'analyse transactionnelle. Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, a commencé par ça, par les états du moi. Donc, il dit qu'en nous avons tous 3 états du moi, qui sont l'état du moi parent, l'état du moi adulte et l'état du moi enfant. Et c'est pas parce que on est un enfant qu'on peut pas activer son parent. C'est pas parce que on est un adulte sans enfant qu'on peut pas activer son parent non plus. Enfin voilà, ça dépend pas du fait d'être un enfant ou d'être un parent. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un nom qu'on donne pour distinguer en fait, et je pense que vous allez le comprendre en écoutant la suite, mais pour distinguer les différentes parties, les différents états du moi. Postures, en fait, les différentes postures que l'on va adopter selon une situation. Donc, par exemple, l'état du moi parent, c'est quand on adopte une posture qui va être plutôt celle qui va copier l'un de nos modèles. Alors, on va dire modèles parentaux la plupart du temps, mais ça peut être aussi un autre modèle. Par exemple, si on a eu un professeur en qui on a retrouvé vraiment une figure très importante, quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup touchés, etc., eh bien, c'est le fait de copier, alors pas tout, hein, mais une partie de ce que la personne peut dire, peut faire. Ça peut être dans la gestuelle, ça peut être dans... Moi, par exemple, je te donne un exemple avec ce que j'ai pu faire. Je sais qu'au début de ma carrière, j'écrivais les titres de telle couleur, les exemples de telle couleur, etc. Et en fait, ça, c'est ma prof de maths qui faisait ça.
Et si je les reproduis après, c'est que j'étais dans mon état du moi parent, c'est-à-dire que je recopiais le modèle que j'avais reçu. Voilà, c'est ça, l'état du moi parent. L'état du moi enfant, c'est plutôt le fait de ressentir, d'agir et de communiquer comme l'enfant que l'on était. Donc, dans une situation, si une situation nous met mal à l'aise, par exemple, on peut devenir un peu rouge, un peu pas bien, mal au ventre, etc. C'est peut-être qu'on est en train de reproduire quelque chose qu'on a vécu quand on était enfant. Par exemple, si on s'est retrouvé devant la classe et qu'on était mal à l'aise, eh bien, d'autres fois, on pourrait reproduire le fait d'être mal à l'aise quand on est face à du monde, par exemple. Donc là, on est en train de reproduire quelque chose quand on était enfant. Et l'état du moi adulte, lui, il est beaucoup plus neutre. Il est dans l'ici, maintenant. Il va se poser la question. Je peux donner un autre exemple. Par exemple, si je dis quelle heure est-il, l'état du moi adulte, il va répondre il est 13h40. Alors que l'état du moi parent pourrait dire il est l'heure de manger. Et c'est pas du tout la même réponse en fait. C'est pas du tout la même façon de faire fonctionner ces états du moi. Donc voilà, on a tous, selon les situations, soit on est en train de copier, d'après la théorie de l'analyse transactionnelle, soit on est en train de recopier plutôt l'attitude d'un modèle, soit plutôt ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu nous-mêmes en étant enfant, soit on est plutôt dans l'ici et maintenant, à être plutôt dans le questionnement. Ouais. Et donc du coup tous trois états du moi. Et ce qui est intéressant donc dans cette idée d'analyse transactionnelle et dans les transactions, c'est de comprendre quelle posture, tu parlais de posture tout à l'heure, quelle posture on va prendre par rapport à notre interlocuteur, et aussi quelle posture va prendre notre interlocuteur quand il va nous répondre. Parce que du coup, c'est là qu'il va y avoir des dissonances ou parfois qui peuvent être à l'origine des conflits, etc. Et par contre, dans chaque état, il y a aussi des nuances. Ouais. Alors, dans chaque état, il y a des nuances parce qu'en fait, dans l'état du moi parent, par exemple, tu vas avoir l'état du moi parent qui va être le nourricier, qui va être plutôt celui qui va prendre soin, qui va cajoler, réconforter, etc. Et tu vas avoir le parent normatif, c'est celui qui va donner plutôt des ordres, qui va être plutôt dans la sanction, etc. Donc là, il y a plutôt... Alors, je ne vais pas dire côté négatif et positif parce que c'est pas du tout le cas. C'est vrai, faut vraiment que ce soit adapté à la situation. Je donne un exemple. Si un enfant met les doigts dans une prise électrique, là, c'est clairement l'état du moi parent normatif qui doit intervenir en lui disant non parce qu'il faut l'arrêter. Et après, on pourra revenir à un état du moi adulte, par exemple, qui va lui expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais en premier temps, c'est le normatif. Il faut qu'il soit présent. Par contre, si on utilise son état du moi nourricier dans une situation comme celle-ci, en le faisant intervenir en premier, en cajolant l'enfant, etc., c'est pas forcément l'état du moi adapté. Voilà. Mais en tout cas, l'état du moi parent, s'il est trop présent, il peut devenir persécuteur. Ça, c'est une autre grille de lecture dont on pourra parler, mais il peut devenir persécuteur. Ouais. Et à l'inverse, l'état du moi nourricier, le parent nourricier, s'il est trop présent, il peut devenir aussi sauveteur. Et c'est pas non plus, voilà, faut trouver le bon équilibre. L'état du moi adulte, lui, il y a pas de sous-catégorie, c'est l'état du moi adulte tout court. Par contre, pour l'enfant, tu vas avoir l'enfant libre, donc celui qui est plutôt dans la joie, spontané, créatif, etc. Et puis après, tu vas avoir aussi l'état du moi enfant adapté soumis et enfant adapté rebelle. Donc, par exemple, tu donnes une consigne dans une classe, tu as ceux qui vont être... Alors, soumis, c'est un grand mot, mais enfin voilà, ils vont faire ce que tu dis sans même se poser de questions. Ils font comme la prof, elle a dit. Et puis, tu vas avoir le rebelle qui va vouloir sans arrêt être en contradiction avec ce que tu proposes. Et tu dis d'écrire en bleu, il écrira en rouge. Enfin, voilà. Ouais. Il est contre ce que tu lui demandes de faire. Et je rajoute juste pour repréciser, parce que pour les gens qui connaissaient pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là on n'est pas en train de parler de l'élève, on est en train de parler de la posture qu'il prend. Et qu'un même élève, en fonction des contextes, il va pouvoir adopter la posture enfant adapté soumis et une posture enfant adapté rebelle à d'autres. Je pense là à un élève par exemple qui était à l'école complètement dans sa posture, tout le temps dans une posture d'élève... d'enfant rebelle, alors que quand il allait au sport, au foot, il était systématiquement dans sa posture d'enfant adapté soumis.
Et en même temps, parfois, peut-être qu'à la maison, quand il est dans les interactions avec ses frères et sœurs, ou pourquoi pas avec certains parents, il pouvait adopter sa posture de parent normatif ou de parent nourricier avec sa sœur, etc. C'est ça, c'est les différentes postures que l'on va adopter qui vont changer selon les personnes avec qui on est, et qui vont changer aussi selon le contexte, selon ce qu'on est en train de faire, selon ce qu'on nous demande, donc il y a des choses qui peuvent se répéter tout le temps avec un prof, par exemple, mais qui vont pas se passer avec un autre prof. Il suffit que la discipline soit pas la même, il suffit que le courant passe pas de la même manière, et puis ça peut être aussi une façon de se comporter différente, comme tu le dis, à la maison, par exemple. Ouais. À la maison, avec un petit frère ou une petite sœur, on pourrait d'abord davantage se comporter comme un parent normatif, en faire un petit peu, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le plus grand, alors que quand on est à l'école et qu'on est le petit sixième, eh ben, on se fait beaucoup moins remarquer, et là, on va être plutôt dans le soumis. Ça peut être ça, tout à fait, ouais. Ouais. Il y a aussi, tu disais, si on reprend le cas de cet élève, sa posture, elle va aussi dépendre de la posture de l'autre en face, c'est-à-dire de l'enseignant. Et donc, ça peut être un élève qui va systématiquement se mettre en posture d'enfant rebelle face à un enseignant qui serait trop parent normatif, par exemple. Tout à fait. Alors que dans une posture de parent nourricier, enfin avec un enseignant en posture de parent nourricier, il se mettrait complètement en posture d'enfant libre ou d'enfant soumis, etc. Et donc cette idée que les postures des uns peuvent, et pas de manière fixe chez certaines personnes, déclencher, je me dis si je le dis correctement, mais déclencher les postures des autres. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce que tu disais. Hein. Par exemple, un parent normatif, une personne qui aura tendance à être dans le parent normatif beaucoup. Moi, je sais que ça a été beaucoup mon cas en début de carrière notamment. Va avoir tendance à attirer l'enfant rebelle. Voilà, si on est trop d'un côté, eux, pour certains, pas pour tous, hein, mais peuvent être trop dans l'extrême de l'autre côté, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que il n'y a pas forcément non plus de bon état du moi. Hein, il y en a pas un. Quand on dit parent normatif, ça peut avoir un côté négatif, mais pas forcément. Hein. C'est vraiment de se dire que c'est l'état du moi qui va être adapté ou non à la situation. Et donc, quand on est en classe, quand on a un état du moi tout le temps normatif, c'est peut-être pas toujours adapté selon les situations, les activités que l'on donne aux élèves. Et c'est ce qui met parfois en difficulté. Je crois que l'idée, il y a vraiment cette flexibilité à avoir et de pouvoir... il y a des moments, comme tu le disais pour l'exemple des doigts dans la prise, il y a des moments où le parent normatif, il est nécessaire, il faut le convoquer. Et parfois, certains adultes ont du mal à aller vers leurs parents normatifs, sont tout le temps dans le nourricier et par exemple, et puis cette idée de se dire que parfois faut juste réajuster. Il y a des moments où il faut passer de l'un à l'autre, et comme tu le disais, c'est quand on est bloqué dans une posture que forcément il y a des moments où elle est plus adaptée. Voilà. Et que l'idée c'est pas de passer de tout l'un à tout l'autre, mais de trouver comment convoquer au bon moment la bonne posture et comment pouvoir identifier nos changements de posture, ou quand ces postures en tout cas nous mettent en porte-à-faux, enfin nous mettent en difficulté. Ouais, nous mettre dans une situation qu'on estime inconfortable, quoi. Enfin, il y a certaines situations où moi je me revois avec des élèves à me dire mince, quoi, j'ai pas envie d'avoir cette relation-là avec cet élève-là, parce que même si je le trouve enquiquinant en classe, en fait, à côté de ça, par exemple sur une sortie scolaire, je vois qu'il est hyper intéressant, qu'il y a plein de choses à faire et tout, mais à chaque fois qu'on se retrouve en classe, à chaque fois on se prend la tête. Non, j'ai envie de changer. Et si moi j'ai envie de changer cette situation-là, faut déjà que j'analyse ma posture à moi, donc l'état du moi dans lequel je suis. Qu'est-ce que je fais moi qui va appeler chez l'autre son comportement en rebelle, par exemple? Et donc, si j'ai envie de changer la situation, il faut que je commence par changer mon état du moi à moi, en effet. Après, c'est pas simple, hein. On se refait pas. Enfin, moi, je te dis, été parent normatif très longtemps. Donc, il faut trouver des justes milieux. Mais ça se fait. Et puis, là, avec les enfants, je trouve que... Quand on teste de nouvelles choses comme ça, ils sont assez réceptifs. Donc, si on arrive à leur expliquer que la situation, elle peut pas durer, que c'est quand même pas drôle de continuer à être en conflit comme ça à chaque fois qu'on est en classe, si on leur explique un peu tout ça, ils finissent eux-mêmes aussi par changer d'état du moi et avoir un autre état du moi qui arrive à faire qu'on arrive à travailler ensemble, quoi. Ouais.
Tu as parlé tout à l'heure justement de l'excès, enfin tu as parlé de persécuteurs et de sauveteurs pour les parents normatifs et les parents nourriciers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces conduites-là? Oui. Alors donc ça, c'est un autre outil de l'analyse transactionnelle qui est justement souvent évoqué en coaching, qui est le triangle de Karpman. Donc j'ai donné cet exemple-là avec les parents persécuteurs, parents normatifs et parents nourriciers, mais en fait ça peut être l'enfant rebelle aussi. Hein. L'enfant rebelle peut être persécuteur. Enfin, c'est pas que le parent qui est associé à ça. Donc le triangle de Karpman, ce sont les 3 postures que l'on peut avoir aussi au cours d'un échange. Donc tu vas avoir le persécuteur, le sauveteur et la victime. Donc là aussi, c'est une autre façon d'analyser la situation. C'est-à-dire que là, on n'est plus forcément dans les états du moi. On va se poser la question, bon ben voilà, quand il se passe telle situation, donc on peut reprendre l'exemple du conflit avec l'élève, hein, quand il se passe dans telle situation, ben, est-ce que moi, je suis plutôt dans une situation de sauveteur ? C'est-à-dire que je veux absolument essayer de sauver l'élève et je suis tellement sauveteur que je suis là à lui dire allez, on va travailler ensemble, etc., etc. Et qu'en fait, lui, il a peut-être pas envie de ça et que c'est peut-être ça qui va apporter le conflit. Ou est-ce que, au contraire, je vais être persécuteur, même chose, je vais insister en lui disant allez, tu te mets au travail, t'écoutes, t'as compris, t'as pas compris, c'est pas grave, tu continues. Enfin voilà, ça peut être selon le ton aussi que l'on va employer. Donc là, on va être plutôt dans le persécuteur. Et puis ça peut être aussi la victime où on va dire par exemple oh là là, c'est toujours pareil. On va être plutôt dans la plainte en fait. C'est toujours pareil. Tu veux jamais travailler, etc., etc. Et donc la posture que l'on prend dans ce triangle peut être différente. Et même chose, l'élève va prendre en fait une autre posture. Quoi. Si je suis dans le persécuteur, peut-être que lui, il va être dans la victime. Si moi, je suis dans la victime, il va peut-être essayer d'être dans le sauveteur pour me faire plaisir. Il va se mettre à travailler. Tu vois, il y a différentes postures. Et puis souvent, ce qui se passe quand on est dans le triangle de Karpman, c'est que à un moment donné, il y a souvent un coup de théâtre qui fait qu'on change de posture les uns les autres. Et ça peut aussi envenimer les choses, envenimer une situation qui va faire qu'à un moment donné, on dit, ça peut être, on demande à un élève de travailler, il veut pas, au bout de 5 minutes, il veut pas, au bout de 10 minutes, il veut pas, au bout de 15 minutes, on le fout à la porte. Tu vois, là, c'est coup de théâtre, on n'en peut plus et paf, t'es devant. Ouais. Donc voilà, c'est une autre grille de lecture pour analyser la même situation dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on identifie ces situations qu'on pourrait analyser avec le triangle de Karpman, c'est de se voir en dehors du triangle et de savoir comment est-ce qu'on y rentre ou pas. C'est-à-dire de voir l'élève se mettre en posture ou l'autre interlocuteur, hein, parce que c'est pas que les élèves évidemment, de voir l'autre personne se mettre à entrer dans le triangle en posture de victime ou en posture de sauveur ou en posture de persécuteur et de décider d'y rentrer ou pas. C'est-à-dire que si je rentre là, comme ça, en allant là, je vais rentrer comme un sauveur. Et ce qui va se passer, comme tu disais, ce qui risque de se passer, c'est que il va y avoir dans 10 minutes un coup de théâtre et dans 10 minutes, je vais passer du sauveur au persécuteur parce que je vais plus en pouvoir. Et donc d'essayer un peu de déjouer ce truc-là, parce que du coup, autant dans la théorie, à un moment donné dans les transactions, on est forcément dans sa posture soit de parent, soit d'adulte, soit d'enfant, autant on n'est pas obligé de rentrer dans le triangle de Karpman. Tout à fait, on n'est pas obligé. Et c'est l'avantage d'avoir ces grilles de lecture-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé par rapport au travail avec les élèves, à la relation avec les élèves, c'est que, comme tu dis, en fait, le fait de les avoir, ces grilles de lecture, maintenant, tu te vois faire. En fait, ouais. Tu te dis comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les états du moi, bon, là, j'y suis et voir est-ce que j'y reste, est-ce que j'en change, etc. Mais par contre, le triangle de Karpman, je suis pas obligée de rentrer dedans. Je suis pas obligée d'y aller. Et si je vois l'autre se comporter en victime, en sauveur ou en persécuteur, qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que j'y rentre ou est-ce que j'y rentre pas ? Si j'y rentre, il y a un grand risque que ça tourne mal. Donc, on évite d'y rentrer. Mais l'avantage d'avoir la grille de lecture, c'est de se dire « Ah oui, là, je me vois faire, en fait. » Et du coup, j'ai plus envie. Et est-ce que, j'imagine que c'est pas facile de répondre à cette question à laquelle j'essaye de répondre en même temps que je la pose, mais comment, quand tu identifies, tu es dans une situation, voilà, tu vois que l'autre rentre dans le triangle, tu veux pas rentrer dans son jeu, comment tu peux déjouer un peu ce jeu-là ?
Ouais, ça dépend de la situation déjà. Après, très franchement, je pense au début, quand j'ai eu la grille de lecture, j'y rentrais quand même. Mais par contre, je prenais un temps à la maison pour revenir dessus, pour me dire voilà ce qui s'est passé avec tel élève ou avec tel collègue, et je ne veux plus de cette situation-là. Donc, je ne veux plus y rentrer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas y rentrer? Et en fait, c'est ça. En fait, c'est ce feedback, ce retour sur sa analyse. Voilà, c'est l'analyse de sa pratique en fait. C'est l'analyse de pratique qui va faire que voilà, je fais un retour d'analyse, enfin je fais une analyse sur ce qui vient de se passer et j'anticipe si ça revient. Parce que souvent, il y a des choses comme ça qui reviennent en répétition jusqu'à ce qu'on ait compris que ça s'arrête, quoi. Et justement, j'anticipe sur qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois. Et puis la fois d'après, on voit le truc arriver et on essaye. Bon, parfois ça marche pas, on recommence et ainsi de suite. Et puis parfois ça finit par marcher. Et à force, en fait, à force de répétition, on peut se dire, tiens, avec tel élève, c'est tel truc qui fonctionne bien. Avec un autre, ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment, voilà, le fait de vivre, en tout cas personnellement, ça a été ça. Hein, le fait de vivre les situations, de me dire, bon, avec cet élève-là, il y a ça qui s'est passé, ça m'a pas convenu. Comment j'aurais pu faire autrement? La fois d'après, j'essaye. Et puis on voit si ça passe ou si ça passe pas. Oui, et puis il y a cette idée, comme tu disais tout à l'heure, à la fois de se voir faire, et je trouve que l'avantage de cet outil, d'avoir un outil, en tout cas une grille de lecture, c'est de pouvoir prendre ce recul à froid, peut-être identifier. On peut très bien imaginer, même dessiner, schématiser la situation et se dire, voilà, dans telle situation, moi, à ce moment-là, je suis rentrée en parent normatif, l'élève, il a réagi en enfant rebelle. Le lendemain, on renote, il se repasse la même chose, on renote que je suis rentrée en parent normatif, il a réagi en enfant rebelle. Et peut-être que de se dire, ok, avec cet élève-là, en fait, de toute façon, si je rentre en parent normatif, je déclenche l'enfant rebelle. Donc peut-être que je peux tenter autre chose et de réfléchir. Et donc c'est vraiment, effectivement, il n'y a pas une réponse, mais en tout cas, de se voir faire et d'avoir des éléments pour se dire sur quel levier je pourrais agir, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais tester et d'expérimenter jour après jour. Déjà, ça donne aussi du courage parce qu'on se sent acteur de la situation. C'est pas comme quand on subit et encore et voilà et encore et en plus le lien se délite, s'abîme avec l'élève, alors que quand on est un petit peu, je sais pas, dans une démarche expérimentale de se dire ok, j'analyse, je regarde, j'essaye autre chose demain, et ça permet aussi de se sentir acteur de la situation. Ouais, et puis on voit qu'on a finalement de vrais outils, quoi. Il y a des choses. Alors bon, évidemment, hein, c'est comme tout. C'est comme quand tu fais une activité, puis que cette activité, elle marche super bien avec une classe, mais elle marche pas avec une autre. Bon, là, c'est pareil. T'as un outil, t'essayes de changer des choses. Parfois, ça marche pas. Mais je trouve que ça permet d'avoir un autre regard sur les élèves. Ça permet aussi de mieux, finalement, d'apprendre à les connaître et d'essayer de les comprendre aussi. Et puis moi, j'ai eu pas mal de discussions avec certains vraiment en tête à tête, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certains avec qui j'ai pris le temps. Je leur ai dit, bon, voilà, écoute, moi, la situation, elle me convient pas, en leur disant vraiment ce que je trouvais dommage, moi. C'est dommage, ça me convient pas, je suis sûre que tu es capable d'y arriver, on peut essayer de voir ensemble. Qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on fasse ensemble? Leur proposer aussi d'être acteur dans la situation. Et puis ouais, ça marche avec certains, quoi, vraiment. Donc voilà, je trouve que ce sont de chouettes outils qu'on peut retrouver en AT. Ouais. On a pas mal parlé des élèves, mais c'est vrai que c'est pas les seules interactions qu'on a en tant que professionnel à l'école ou au collège. On a des interactions avec nos collègues, avec notre hiérarchie et avec les familles. Et en fait, dans toutes ces interactions-là, il y a des choses qui se passent du même ordre. On prend une posture. Et je pense notamment dans certains cas, notamment dans les cas un peu compliqués, dans des rendez-vous de parents, de réfléchir à la posture qu'on prend quand on s'adresse aux parents et quand on entre dans la discussion, quel que soit le sujet. C'est-à-dire quand on arrive dans la posture de parent normatif, par exemple, dans un rendez-vous avec des familles, ça peut avoir des effets un peu négatifs, comme quand on parlait tout à l'heure du triangle de Karpman.
Ouais, puis les parents, souvent, en fait, se retrouvent aussi en situation, quand ils viennent nous voir, parfois en situation d'élève. Pour certains, ils viennent voir le prof et ils revivent ce qu'ils vivaient à l'école. Donc pour certains, c'est vraiment hyper difficile de venir nous voir. Donc si nous, on est dans un parent hyper normatif en disant votre enfant, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, etc., eh bien, en face, on risque de déclencher aussi des émotions très vives pour eux, des souvenirs douloureux pour eux, et pour le coup, voilà, de rentrer dans ce triangle. Bon, voilà, ça m'arrive encore, hein, surtout avec les adultes. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire avec les enfants parce que leur réaction est différente, et puis ils sont pas habitués aussi à ce qu'on fasse des choses avec eux de cet ordre-là. Et puis ils sont peut-être un petit peu plus malléables, je sais pas. Mais c'est vrai qu'après avec les parents ou avec les adultes, c'est plus difficile. Mais il n'empêche que j'ai testé des choses parfois avec ma hiérarchie. Par exemple, tu vois, dans les choses que j'ai pu retravailler en analyse transactionnelle, ça a été toute la partie sur les strokes. Les strokes, ce sont les signes de reconnaissance. Signes de reconnaissance positifs, négatifs, conditionnels et inconditionnels. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup travaillé avec les élèves. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une personne qui donnait pas beaucoup de signes de reconnaissance positifs. Je sais pas, j'en trouvais peut-être pas l'utilité, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je le faisais pas beaucoup. Donc ça, j'en donne beaucoup plus aux élèves. Mais j'ai aussi appris pendant cette période où j'étais sur la formation qu'en fait, je m'en donnais pas à moi-même. J'en donnais peu aux autres, mais j'en demandais jamais non plus. Et tu vois, par exemple, dans ma communication, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai demandé des signes de reconnaissance. Alors, pas forcément positifs, mais en tout cas, j'ai demandé des signes de reconnaissance de la part de ma hiérarchie. Et après, bon, ils sont positifs ou ils sont négatifs, ça, c'est eux qui gèrent, parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on va recevoir. Mais j'en ai demandé parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de signes de reconnaissance. Tu vois, sur ce que je disais en début de podcast, je disais que je me suis posé la question de ma place dans l'éducation nationale. Mais parce qu'il y avait aussi ce manque de reconnaissance à un moment donné. Et j'en avais besoin. Et donc, le fait de retravailler ça avec l'analyse transactionnelle, ça m'a permis à un moment donné de demander, quoi. Si j'en avais pas, j'en demande. Voilà. Ouais. Donc, en effet, ça peut être aussi, même avec les collègues, avec la hiérarchie, avec les parents, avec les enfants, toute situation en fait qui demande une communication avec d'autres personnes, tu peux faire intervenir l'analyse transactionnelle. Ouais. Et puis sur la thématique des signes de reconnaissance, il y a aussi en plus le fait que, notamment là je pense aux élèves, que toi là t'as été demandé tes signes de reconnaissance parce qu'au bout d'un moment t'en as eu besoin et parce que t'as été outillé pour pouvoir reconnaître la situation, mais que des élèves aussi, ils peuvent aussi, quand ils sont en manque de signes de reconnaissance, aller les chercher par tous les moyens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ils vont préférer avoir un signe de reconnaissance parfois qui soit négatif plutôt que pas de signe de reconnaissance du tout. Et donc aller travailler sur tout ça, prendre conscience de ça, et je trouve ça chouette là ce que tu dis, de se dire ben oui, quand on me montre grâce à l'outil qu'il y a cet élément-là qui existe et que je peux m'auto-positionner sur moi où est-ce que j'en suis des signes de reconnaissance de ceux que je reçois, mais aussi de ceux que je donne, c'est hyper intéressant parce que là ça fait bouger des choses dans nos gestes professionnels plus que même dans notre pratique, mais dans notre façon d'être vis-à-vis des autres. Tout à fait. Et puis, dans les signes de reconnaissance, donc on a parlé de ceux que l'on donne, de ceux que l'on reçoit, mais en fait, tu as 5 adjectifs. Alors, je les ai plus là tout de suite. Il y a donner les signes de reconnaissance, les accepter, c'est-à-dire que tu peux recevoir un signe de reconnaissance. Moi, je me suis aperçue parfois de recevoir des signes de reconnaissance d'élèves, mais en fait, de ne pas les entendre, en tout cas, pas de la façon dont ils me les exprimaient. Ouais. Je te donne un exemple tout bête. Là, cette année, mes élèves de 6e, il y en a beaucoup qui me font des dessins. Ils font plein de dessins qu'ils veulent afficher dans la classe, etc. Et qui ne sont pas forcément en lien avec ma discipline. Mais en fait, à chaque fois que je reçois un dessin, maintenant, je leur dis « Oh, merci, super » et tout. Je leur montre qu'en fait, c'est bon, j'ai reçu le signe en fait, qui me donne. Alors qu'avant, ça pouvait me passer complètement au-dessus. Donc, il y a le fait de les donner, le fait de les accepter, le fait de les refuser, parce que parfois, tu peux recevoir un signe de reconnaissance négatif qui n'est pas
n'est pas adapté à la situation. Parfois, ça peut l'être. Un signe de reconnaissance négatif, par exemple, ton travail n'est pas bien fait. Si moi, je dois faire, je sais pas, un document demandé par ma hiérarchie et qu'on me dit, non, votre travail ne convient pas à ce que j'ai demandé, c'est un signe de reconnaissance négatif dans le sens où mon travail est mal fait, mais je dois l'accepter si ça correspond pas aux contraintes, tu vois. Donc, parfois, il faut savoir les accepter, mais il faut aussi savoir les refuser. Donc, il y a demander les signes de reconnaissance, les donner, sans donner à soi-même, les refuser et les accepter. Voilà. Donc, tu as 5 verbes comme ça autour des signes de reconnaissance qui sont importants. Enfin, voilà, moi, je me suis... quand j'ai retravaillé là-dessus, j'ai vraiment remarqué comme quoi j'en donnais finalement pas autant que ça, ou peut-être pas de la bonne manière. Donc, tu as aussi 5 adjectifs qui sont liés au signe de reconnaissance, qui sont le fait que le signe de reconnaissance doit être sincère, qui doit être dosé, qui doit être personnalisé, approprié et argumenté. Voilà. Et donc ça, tu vois, moi, avant de faire l'analyse transactionnelle, j'avais pas forcément ces notions-là, ou en tout cas pas aussi poussées, j'en avais pas autant conscience. Et depuis que j'ai intégré ça, j'ai des changements de comportement. C'est ce que tu disais, hein, dans ma pratique, c'est dans ma façon d'être avec les élèves. Je sais que certains vont avoir vachement besoin de recevoir de signes de reconnaissance. Donc, je vais y aller vachement plus souvent, que ce soit verbal ou non verbal. Tu vois, ça peut être avec un pouce, avec un grand sourire, avec un petit clin d'œil. L'année dernière, je me souviens d'un élève qui a énormément besoin de signes de reconnaissance. On avait travaillé ensemble. À la fin, il avait eu un petit check, mais il était... c'était le roi du monde, quoi. Et, la prof, elle m'a fait un check, etc. Pour nous, en tant qu'adultes, ça nous paraît peut-être pas grand-chose. Mais pour eux, c'est énorme. Et c'est vrai que cet élève-là, avec qui on a commencé quand même en début d'année, vraiment avec beaucoup de conflits, fin d'année, le comportement n'était pas du tout le même. Alors après, j'en ai pas fait un matheux. Hein. C'est pas la question. Non, mais dans la relation, l'envie d'être là, ça, en fait, dans le climat de la classe, c'est hyper important pour les apprentissages et ne serait-ce que pour la progression. De toute façon, on ne vise pas de rendre les élèves excellents dans tout, mais de les faire avancer à partir de là où ils en sont. Et pour pouvoir avancer, on a besoin de tout ça. D'un climat qui soit serein pour eux, pour travailler, pour nous, pour travailler. Et pour le coup, c'est-à-dire que même si lui, les maths, c'était pas son truc, eh bien, au moins, on avait une relation qui était beaucoup plus agréable qu'en début d'année. Et là, cette année, je l'ai pas en classe, mais quand je le croise dans les couloirs, j'ai toujours un petit sourire, un petit bonjour, un petit quelque chose qui fait que, la relation, elle est là quand même. Quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est génial. Et là, sur la question des signes de reconnaissance, je trouve que ça rejoint, hors analyse transactionnelle, la question du feedback de manière plus générale. Ces signes de reconnaissance sont une sorte de feedback. Il y en a d'autres, mais je trouve que tout ce que tu as dit, que ce soit sincère, dosé, personnalisé, approprié et argumenté, on pourrait dire la même chose de n'importe quel type de retour qu'on fait aux élèves, et même sur les corrections, même sur les appréciations. Le fait que ce soit sincère, dosé, personnalisé, approprié et argumenté, je trouve que ces 5 adjectifs-là, ils sont hyper parlants et hyper... Ouais, ça a changé ma façon de faire les appréciations sur les copies, parce que justement, je mesure davantage l'importance de ces signes de reconnaissance. Donc, la façon de les faire, que ce soit en positif ou en négatif, a changé aussi. Et puis, ça a changé aussi ma façon de leur faire le retour, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance, pour le coup, je vais me reprendre tout de suite parce que j'ai fait ce que j'ai dit que je ne voulais plus faire. J'ai commencé ma phrase en disant « on a beaucoup de tendance », alors qu'en fait, c'est « j'ai beaucoup de tendance » ou « j'avais beaucoup de tendance à faire des retours d'une certaine façon ». Et là, justement, j'essaye davantage de leur faire un retour beaucoup plus personnalisé. Alors, je ne vais pas les voir un par un parce que en 6e, par exemple, là, cette année, j'en ai 29, donc c'est compliqué. Mais j'évite autant que possible de leur faire des retours où je vais dire « vous êtes ceci, vous faites cela, etc. » J'essaye au maximum de m'imposer une discipline par rapport à ça. Parce que c'est vrai que parfois, on va dire « vous
êtes bruyant, alors que dans la classe, c'est certains élèves qui sont bruyants. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important. Et c'est aussi l'analyse transactionnelle qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, parce que il y a tout un travail sur la responsabilité et l'autonomie autour de l'analyse transactionnelle. Le but, c'est aussi de rendre les gens autonomes et de prendre sa responsabilité en utilisant le « je » et non pas le « on » ou le « vous », c'est hyper important. Et donc là, au niveau des signes de reconnaissance, ça en fait partie, quoi. C'est vraiment pas dire vous êtes géniaux, etc., ou vous avez mal fait votre travail. C'est vraiment d'essayer de personnaliser à chacun autant que possible, parce que quand ils sont beaucoup, voilà, c'est plus compliqué. Mais en fait, là, ce qui est intéressant aussi, ça, je pense pour certains collègues qui peut-être rencontrent des difficultés de gestion de classe ou de gestion des comportements, c'est que quand on fait ces généralités-là, on se met aussi à dos des élèves avec lesquels il n'y a pas de problème. Parce qu'on renvoie une image négative à tout le monde. Alors, quand c'est positif, ça va, mais on renvoie une image négative et c'est très difficile à vivre pour certains élèves qui, déjà, ont peu de marques de reconnaissance de leur bon comportement, entre guillemets, en tout cas de leur comportement a priori d'enfants adaptés, soumis, qui n'ont pas de signe de reconnaissance de ça et qui, en plus, doivent supporter parfois cours après cours, quand on est dans une classe difficile, par exemple, cours après cours, le retour négatif généralisé qu'ils doivent supporter et entendre, et avec lequel, évidemment, en tant qu'enfant soumis, ils n'osent pas contredire ou rectifier. Et en termes de relation générale avec la classe, on peut voir du coup une relation qui se dégrade petit à petit avec l'ensemble de la classe, alors qu'au départ, ça n'avait commencé qu'avec un ou deux élèves. Qu'avec quelques élèves au départ, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est important de privilégier le côté personnalisé d'une remarque, surtout quand elle est négative. On a parlé des états du moi, on a parlé des jeux psychologiques avec le triangle de Karpman, etc. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais moi, il y a un truc en analyse transactionnelle que j'utilise au quotidien pour moi et pour me repositionner, c'est les positions de vie. Les positions de vie, c'est un autre outil de l'analyse transactionnelle. Donc, les positions de vie, on l'entend souvent avec du OK, OK, non OK, etc. Là, donc, ou alors avec du plus, moins, etc. Donc, les positions de vie, tu as le côté plus, c'est-à-dire OK, dans le sens où tu vas être avec une personne et tu vas dire, voilà, la personne, elle est OK, je suis OK, on se considère l'un et l'autre, il n'y en a aucun de nous deux qui est supérieur à l'autre, il n'y en a aucun qui est inférieur pour le coup. Je suis moi avec toutes les valeurs que j'ai, sans forcément être d'accord avec toi, mais je te respecte, etc. Là, on va être plutôt dans le OK. Après, tu vas avoir le OK, non OK, c'est-à-dire je me considère supérieur avec mon avis à moi, et donc toi, ce que tu dis, je m'en fiche un peu, ou au contraire, je trouve ça pas bien, etc. Tu peux avoir l'inverse, tu peux te sentir, toi, non OK par rapport à une personne qui est en face, que tu vas considérer comme OK, et donc là, tu vas plutôt te dévaloriser, toi. Ou alors après, tu vas avoir la position de vie non OK, c'est-à-dire que je suis nul, mais tu es nul aussi, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre grille de lecture très importante. Quand on est dans une classe, c'est pas parce que on est le prof qu'on est le tout sachant et que les autres en face doivent être dévalorisés, quoi. Donc vraiment, la position OK, c'est voilà, je suis là pour t'aider avec les outils que j'ai. Toi, tu es là pour apprendre et pour essayer d'avancer. On va avancer main dans la main ensemble, sans se dévaloriser ni l'un ni l'autre, quoi. Moi, je le vois comme ça, en tout cas pour l'éducation. Moi, c'est vrai que cette grille de lecture, elle me parle à plein de niveaux, parce que je trouve qu'elle peut aussi permettre de se réajuster et de se réinterroger avant. Là, je reprends l'exemple d'un rendez-vous avec un autre adulte, du coup, et pas pour les élèves, mais que ce soit avec un collègue, un jeune collègue, par exemple, un collègue qui a moins d'expérience que nous, ou que ce soit, au contraire, avec un collègue qui a plus d'expérience que nous, ou dans une interaction avec des familles, avec des parents, de bien se rappeler, se sonder
soi-même sur dire, alors là, dans quel état je suis? Est-ce que je suis vraiment en position ok, c'est-à-dire est-ce que j'estime que la personne, elle est au même niveau que moi, quelque part, pour faire simple, ou est-ce que je me sens un peu au-dessus? Est-ce que je me sens un peu en dessous? Et comme tu disais, c'est une fois qu'on a l'outil et qu'on s'est situé et qu'on se voit faire, on peut réajuster. Et moi, ça m'a permis dans plusieurs cas, soit de me dire, mais non, en fait, je suis pas moins ok que l'autre, je suis pas en position basse par rapport à l'autre. Ou alors de me dire, attention Émilie, là tu te sens peut-être un peu au-dessus, redescends, remets-toi au niveau, la personne elle a autant le droit d'être là que toi, ou elle a autant de choses à dire, ou autant de choses intéressantes à apporter. Et sur l'exemple d'un élève qui aurait des difficultés, je sais pas, comportementales, d'aller dans un rendez-vous en position, avec les parents, en position ok, et d'être, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aider votre enfant, et pas d'arriver en position plus-moins pour pouvoir attendre des choses de la famille, dire des choses à la famille, etc. Ça change aussi l'interaction. Ah ouais, carrément. Donc là, ça peut être avec cet exemple-là que tu prends, et donc du coup, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce que moi je peux vous apporter, quelles informations vous pouvez m'apporter pour que les choses se passent mieux en classe ou à la maison, etc. Et non pas arriver en disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, ou certaines choses qu'on peut entendre. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer non plus, mais quand on entend oui, la famille elle ne fait rien, ou la maman, parce que évidemment c'est toujours la maman. La maman, vue comme elle est, machin, etc. Enfin, quand on a ces positions-là où on est en position plus-moins, enfin, ça n'avance pas. Enfin, en tout cas, c'est pas. On n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans l'intercompréhension. On est dans le jugement. On est dans le jugement, et du coup, ça nous éloigne. Et là où on devrait créer du lien pour travailler ensemble dans la coéducation et dans l'intérêt de l'élève, on s'éloigne de la personne, et en fait, on ne trouve plus de solution. On trouve des petits pansements parce que de toute façon, on n'y croit plus, mais on trouve plus de solution. Alors que quand on identifie ça, et que tu vois par rapport à tous les petits jugements qu'on peut avoir au quotidien, et puis je me mets pas de côté, c'est aussi naturel des fois d'avoir des jugements, c'est juste de se voir faire et de réajuster, de pouvoir se dire oh là, ok, ça, c'est même j'allais dire une hygiène de vie, mais une habitude à prendre. Avant d'aller en rendez-vous, je me sonde et je me demande où est-ce que je suis, est-ce que j'aborde bien ce rendez-vous dans une posture de ok, quoi, plus. Ouais, je te donne un autre exemple pour lequel moi ça m'est hyper utile. Je fais partie de l'équipe phare de mon établissement, le programme de lutte contre le harcèlement scolaire. Et donc je fais partie de cette équipe, et donc on a un protocole bien précis quand on doit faire des entretiens, que ce soit avec les harcelés ou les harceleurs, les potentiels harceleurs. Et donc justement, quand tu as un entretien avec une personne qui est potentiellement le harceleur, si tu arrives en position plus-moins, t'es pas du tout dans la même optique que si tu arrives en position plus. De la même manière, tu vas avoir parfois les élèves qui sont harcelés, pour lesquels on pourrait parfois entendre ah oui, mais c'est normal qu'ils soient harcelés. T'as vu aussi comment ils se comportent avec les autres? Bien, là, si on commence à avoir ça dans notre tête, on n'est pas du tout pour l'entretien en position plus. Et donc, du coup, ça fausse tout l'entretien que l'on peut avoir avec eux. On est, ce que tu disais, pas dans l'empathie, on va être dans le jugement, et alors après, le reste, soit on trouve des pansements, soit on trouve rien du tout comme solution, quoi. Autre chose aussi que tu disais tout à l'heure que je trouvais intéressante, c'est le positionnement que l'on peut avoir avec les collègues plus âgés, plus anciens, ou en tout cas plus anciens dans l'établissement ou plus anciens dans la profession, et les collègues plus jeunes. C'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en position basse parce que quelqu'un a de l'expérience, etc., etc. On peut même nous faire sentir dans cette position, et c'est parfois, je trouve, hyper difficile de s'en sortir. Et on peut aussi, nous, avoir un comportement... Je pense à mon rôle de tutrice, la première fois où j'ai été tutrice, peut-être ce comportement où je vais me dire, je suis plus puisque je suis là pour t'apprendre, mais en fait pas du tout, quoi. On est aussi là pour s'apprendre mutuellement, etc. Et donc ça, les positions de vie, ça aide à rééquilibrer la discussion. Et là, tu vois, je pense en ce moment à la quantité d'enseignants contractuels qu'il y a dans les établissements, dans les écoles. Il y a aussi ça. Moi, je l'ai observé, cette posture. Et en fait,
il y a à distinguer le fait d'être en posture plus ou ok et d'être plus expérimenté. On peut être plus expérimenté sur quelque chose, mais être quand même en position plus, c'est-à-dire ne pas se sentir au-dessus de l'autre, dire bon bah voilà, moi j'ai ces expériences-là, j'ai mon vécu, je connais ça, mais l'autre personne en face, elle a les siennes, elle a ses besoins, elle a son vécu, et on va entrer dans une relation horizontale, quand bien même il y a de la dissymétrie parce que on n'a pas la même ancienneté, les mêmes connaissances du contexte, etc. Et ça, pour assainir les relations, en tout cas pour fluidifier la communication et le travail d'équipe aussi, de réussir à se repositionner et à se dire, je peux être plus expérimenté que quelqu'un, mais en fait, ça change rien à ma posture. On est d'égal à égal, on est dans le même corps, on est, le corps enseignant, on est dans le... on est collègues, on est partenaires. Et je trouve ça... hyper... Quand on se l'approprie, qu'on commence à le faire, ça devient assez puissant dans le changement que ça génère chez soi. Ouais, d'autant plus qu'on peut être assez ancien dans un établissement ou dans le corps de métier, peu importe. Tu vois, moi, je considère que 15 ans dans l'éducation nationale, je commence à avoir de l'ancienneté quand même par rapport à certains. Mais il n'empêche que mes jeunes collègues là, qui savent manipuler les tablettes 10 fois mieux que moi, les différents supports avec, je m'inspire de plein de collègues, mais je pense par exemple à des supports du type des planches effaçables, des cartes autocorrectives, etc. Ben, tous ces collègues-là là, qui sont tout jeunes, ils ont plein de choses à m'apprendre aussi, quoi. Donc c'est pas parce que on a plus d'ancienneté qu'on vaut mieux. C'est pas du tout une question de ça. On peut être tout à fait en position plus. Et ben, moi, ce que je peux apporter à certains, de par mon expérience et mon ancienneté, s'ils le prennent et qu'ils veulent, je peux en tout cas leur apporter, et eux m'apportent autre chose sur d'autres sujets, peut-être. Et puis parfois, c'est moi qui vais être en difficulté et de me dire, avec cet élève-là, je sais pas comment faire, comment toi tu fais, parce que je sais qu'avec toi ça se passe bien, et c'est l'autre qui nous apporte, quoi. Donc il y a pas de situation comme ça, en tout cas il y a pas. L'idée, c'est d'essayer le moins possible d'être dans cette situation où on va se considérer OK plus et l'autre OK moins, quoi. Et l'inverse, c'est vrai aussi, quoi. Parce que quand on se ressent OK moins par rapport à un collègue ou par rapport à un parent ou par rapport à la hiérarchie, là aussi, ça pose des soucis pour pouvoir réussir à travailler ensemble pour les élèves. Ouais. Je crois qu'on pourrait parler des heures, parce qu'en plus, il y a encore plein d'autres grilles de lecture et outils en analyse transactionnelle qu'on n'a même pas évoqués et qui sont tout aussi riches et intéressantes, peut-être même davantage sur la connaissance de soi aussi. On pourrait pourquoi pas imaginer de faire un autre épisode. En tout cas, sur celui-là, on a parlé des états du moi, on a parlé du triangle de Karpman, sans entrer dans le détail des jeux psychologiques, mais voilà. On a parlé des positions de vie. Des signes de reconnaissance également. Des signes de reconnaissance, c'est déjà pas mal. Il y en a plein d'autres, mais comme tu dis, c'est tellement riche et varié. Je peux que inviter les collègues à découvrir si ça les intéresse. Ouais. Justement, pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre Leslie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que tu partages justement tes connaissances en analyse transactionnelle avec les enseignants. Je te laisse préciser comment on te trouve, te suit. Ouais, alors pour l'instant, en effet, je suis uniquement sur Instagram. J'allais dire, je commence tout juste. Bon, ça fait déjà 1 an que j'ai le compte qui partage sur les états du mois et sur l'analyse transactionnelle. Donc sur Instagram, ce sera sur Elle respire et s'apaise. Donc on vous remettra les coordonnées pour pouvoir trouver. Et puis bientôt, j'espère, parce que je suis en construction d'un site internet, donc bientôt, j'espère de pouvoir aussi proposer un site internet sur lequel je pourrais proposer. Mon objectif, c'est de proposer en fait des formations de manière justement à pouvoir approfondir les états du moi et l'autonomie, la gestion de classe, des choses comme ça. Donc tout ça, quand le site internet sera prêt et quand moi je serai bien prête à tout ça, je le mettrai sur les réseaux. Mais pour l'instant, c'est sur Elle respire et s'apaise sur Instagram.
Ben super, je mettrai les coordonnées de ton compte Instagram dans l'article du podcast. Et puis quand tu mettras ton site à jour, je rajouterai les coordonnées de ton site. Je te remercie pour tout ce partage et cet échange hyper riche qui me donne envie de me replonger dans l'analyse transactionnelle. Je te remercie de m'avoir invitée, c'est vraiment un plaisir. Merci pour votre écoute. Vous trouverez donc tous les liens pour suivre et retrouver Leslie et ses contenus dans l'article qui accompagne l'épisode. Sachez que vous pouvez commenter cet épisode sur Spotify, sur les réseaux sociaux et sur mestrucsdeprof.fr. Si vous avez envie que je vous accompagne dans le cadre d'un coaching, d'analyse de pratique, de bilan de compétences ou de formation, vous pouvez me contacter sur mestrucsdecoach.fr/contact. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le perfectionnisme et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.